Tous les soirs, après la fermeture du Panthéon, des inconnus pénètrent dans le célèbre monument parisien. Ils y pénètrent de façon parfaitement illégale. Ils sont bien organisés, ils connaissent parfaitement les lieux, ils les connaissent peut-être mieux encore d'ailleurs que les gardiens du Panthéon eux-mêmes. Très vite, ces visiteurs du soir vont installer un lieu clandestin mais confortable au sommet du Panthéon, juste sous le dôme du bâtiment. Leur principal centre d'intérêt, c'est l'horloge du Panthéon. Et ce qu'ils vont lui faire va vous étonner. Pendant plus d'1 an, ces visiteurs du soir qui s'intéressent de si près à cette horloge vont en effet la restaurer en toute illégalité. Et pour ça, ils vont finir par se retrouver devant le tribunal. Tout commence en 2005. Un groupe informel a décidé de ne pas laisser mourir définitivement l'horloge du Panthéon. Cette horloge, construite au XIXe siècle, est à l'arrêt depuis les années 60. Et la légende raconte qu'elle aurait été sabotée par un gardien. Par un gardien peut-être fatigué de gravir chaque semaine les escaliers jusqu'en haut du bâtiment pour remonter cette vieille horloge qu'il considérait peut-être comme complètement démodée, à l'heure, si j'ose dire, des horloges électriques modernes. L'histoire ne dit pas en revanche comment les Untergunther, alors les Untergunther, c'est le nom du groupe que nous allons suivre, l'histoire ne dit pas en revanche comment ils ont entendu parler de cette horloge et de son triste sort. Sauvez l'horloge de l'hôtel de ville. Toujours est-il qu'ils ont décidé de la sauver. Ils ont décidé de la sauver sans rien demander à personne, sans autorisation et sans financement, en comptant juste sur leur débrouillardise et sur leur expérience. Et leur expérience, c'est celle des visites clandestines de lieux théoriquement fermés au public. Et en la matière, certains des Untergunther sont très loin d'en être à leur coup d'essai. Depuis quelques années, ils fréquentent ces milieux parisiens informels qui s'intéressent à tous les lieux qu'on ne fréquente pas d'habitude, soit parce qu'ils sont fermés, au moins pendant certaines heures, comme les stations de métro la nuit, soit parce qu'ils sont complètement délaissés. Et ces lieux délaissés, ils leur redonnent vie. Alors parfois, le temps d'une simple soirée, mais parfois aussi bien plus longtemps, comme ce fut le cas par exemple dans cette carrière située sous le palais de Chaillot, qu'ils avaient transformée en salle de cinéma. Faudra que je vous raconte ça un jour. Et le Panthéon ne fait pas exception à la règle. Le soir après sa fermeture, il reçoit souvent des visites nocturnes, notamment celles des élèves du lycée voisin, le célèbre lycée Henri IV. Et c'est peut-être à l'occasion d'une de ces visites impromptues que germa l'idée de restaurer l'horloge du Panthéon. Nos explorateurs urbains ne se contentent pas de visiter ces lieux négligés et d'organiser des fêtes. Souvent aussi, ils restaurent ces parties invisibles de notre patrimoine qu'ils appellent les délaissés urbains. Et non seulement ils ne tirent aucun profit de ces actions, mais en plus, parfois, ça va même jusqu'à leur coûter de l'argent, comme dans l'affaire de l'horloge en question. En fait, une montre, c'est un peu une horloge miniature qu'on porte au poignet. Oui, Tricotine, mais pourquoi est-ce que tu me dis ça? Pour parler de la montre Holzkern que je t'ai offerte, gros malin. Ah oui, effectivement, Holzkern, sans qui cette vidéo n'existerait pas. Alors cliquez sur le lien pour soutenir la chaîne et pour découvrir Holzkern. Est-ce que tu savais, Tricotine, à propos, qu'Holzkern faisait aussi des montres avec des cadrans en moustache de chat? Quoi? Non, rassure-toi, c'est pas vrai, c'est une blague. C'est juste pour voir si tu suivais ce que je dis. Andouille. Non, ils ne feront pas de montres avec des moustaches de chat, mais en revanche, ils en font avec des cadrans en plumes de paon, en feuilles d'arbre, en nacre ou plus classiquement en pierre ou en bois. Par exemple, celle que Tricotine m'a offert, un superbe cadran en ronce de noyer. Attention, la réduction n'est valable que jusqu'au 1er décembre. Tout à fait, Tricotine, tout à fait. Et ça tombe bien, parce qu'actuellement, Holzkern vous offre sa promotion la plus importante de l'année, puisque vous pouvez obtenir jusqu'à 30% de réduction sur tout le catalogue en cliquant sur le lien ci-dessous. Et Holzkern ne propose pas seulement des montres, ils font aussi des bijoux. Ils font des colliers, des bracelets, des bandelets, des bagues, des boucles d'oreilles, et toujours avec des matériaux naturels.
Alors, c'est l'occasion de vous faire plaisir, ou de faire plaisir à quelqu'un que vous aimez, grâce à cette réduction exceptionnelle. D'autant plus que la livraison en 2 à 5 jours est gratuite dans le monde entier, et que vous avez 24 jours pour retourner ou échanger gratuitement votre achat. Regardez comme il est heureux depuis qu'il a sa nouvelle montre, mon stagiaire. Je ne suis pas ton stagiaire. C'est pas ce qui est écrit sur ton contrat. En attendant, merci à Holzkern de nous aider à produire cette vidéo. Et maintenant, retour au Panthéon. Alors, cette fameuse horloge du Panthéon, parlons-en un peu plus et un peu mieux. Les premières explorations des combes du Panthéon ont permis aux Untergunther de la découvrir. Elle est là, oubliée de tout le monde depuis des décennies, en train de se dégrader et de rouiller silencieusement. L'histoire ne dit pas quel membre des Untergunther a le premier ou la première l'idée de la sauvegarder, mais en revanche, le nom de celui qui va prendre en charge ce sauvetage est parfaitement connu. Il s'agit de Jean-Baptiste Viaud. Jean-Baptiste Viaud est un horloger de renom, un ancien de l'illustre maison Breguet, établie place Vendôme. Et qui plus est, Jean-Baptiste Viaud est spécialiste de la restauration des mécanismes d'horlogeries anciens. Il a été contacté par les Untergunther et dès sa première visite, il comprend l'importance historique de l'horloge du Panthéon. Elle a été construite au milieu du XIXe siècle par Bernard-Henri Wagner. Bernard-Henri Wagner était à cette époque l'un des horlogers d'édifice les plus célèbres de France. Son atelier a d'ailleurs reçu plusieurs médailles prestigieuses et Wagner est devenu horloger du roi en 1837. Et c'est naturellement à Wagner que l'administrateur de l'époque a pensé lorsqu'il s'est agi de réaliser l'horloge de ce lieu consacré déjà à la mémoire des grands hommes. Certains de ces grands hommes, d'ailleurs, sont des femmes. Et pendant un siècle, l'horloge a fait courageusement et sans faillir son travail d'horloge, remarquant le temps dans ce lieu austère. Mais, plus de 100 ans plus tard, au milieu des années 60, notre horloge finit par se taire, peut-être victime d'un gardien fainéant, comme on l'a dit. Hélas, après 40 ans d'abandon, elle est dans un triste état. Jean-Baptiste Viaud prend conscience rapidement des dégâts et il fait un constat, et ce constat est accablant. L'horloge est incomplète, elle est rouillée, et si personne n'intervient rapidement pour la remettre en état, elle deviendra bientôt irréparable. Bref, le temps presse, et le temps administratif n'étant pas toujours synonyme d'urgence, la démarche des Untergunther, qui consiste à se passer systématiquement d'autorisation et faire revivre ce qui leur paraît mériter de l'être, eh bien cette démarche va venir au secours de cette œuvre en péril qu'est l'horloge Wagner. Sous la direction de Jean-Baptiste Viaud, nos restaurateurs clandestins vont installer progressivement un atelier d'horlogerie complet, mais aussi un petit salon, avec une table et des fauteuils confortables. Et, par prudence, sait-on jamais, la galerie circulaire qui va leur servir de lieu de travail, mais aussi de lieu de loisir, eh bien cette galerie semble ne jamais recevoir aucune visite. Mais, par prudence, l'atelier et le salon sont habilement dissimulés lorsqu'ils ne servent pas. En quelques minutes, ce qui semble n'être que de vieilles caisses de transport en bois abandonnées là se transforme en établi ou en fauteuil club de fortune, rustique mais confortable. Et il y a même une petite bibliothèque avec des ouvrages d'horlogerie. Et c'est ici que, pendant un an, sous la direction de Jean-Baptiste Viaud, les Untergunther vont restaurer secrètement l'horloge du Panthéon. Sous les indications de Jean-Baptiste, ils inventorient, ils démontent, ils nettoient, puis ils remontent patiemment le mécanisme. Mais ce mécanisme est abîmé et incomplet, peut-être victime d'un sabotage ou tout au moins de négligence. Et puisqu'il est incomplet, il va falloir refabriquer les pièces abîmées ou manquantes. Parce que, naturellement, une horloge de 150 ans, les pièces détachées ne sont plus disponibles. C'est une parfaite évidence. Et c'est là que l'expertise de l'horloger restaurateur Jean-Baptiste Viaud va être précieuse. Il va refabriquer les éléments manquants en utilisant un laiton de la même composition que celui qui était utilisé à l'époque. Ceci afin que les pièces neuves ne se distinguassent pas trop des autres afin de préserver l'intégrité de l'ensemble. Mais, naturellement, tout ceci a un coût.
En un an, nos Untergunther vont donc dépenser plus de 4 000 € en matériel et en matières premières pour mener à bien cette restauration. Ou plutôt, la première phase de la restauration. Parce que, après un an, le mécanisme de l'horloge fonctionne, il fonctionne même très bien, mais le travail n'est pas terminé pour autant. Il n'est pas terminé parce que si le mouvement d'horloge fonctionne, eh bien il reste pourtant encore beaucoup à faire. Et ça, les Untergunther ne peuvent pas le faire, ou tout au moins, ils ne peuvent pas le faire sans attirer l'attention. En effet, il s'agit maintenant de relier le mouvement au cadran de l'horloge. Parce que si le mouvement lui-même est bien dissimulé dans les combes du Panthéon, là justement où les Untergunther ont pu travailler en toute discrétion pendant un an, eh bien le cadran, lui en revanche, il est visible, il est bien visible, c'est même le propre d'un cadran d'horloge d'être le plus visible possible. Et celui-ci se trouve justement devant les fenêtres du bureau de monsieur le conservateur du Panthéon. Et encore, si jamais les aiguilles se remettaient à tourner en silence, même après 40 ans d'immobilité, peut-être que, après tout, ça pourrait passer inaperçu. Mais il y a aussi le carillon. Ce carillon qui, pendant plus d'un siècle, a marqué les heures qui passent, mais qui s'est tu lui aussi voici plus de 40 ans. Et si lui aussi se remet soudain à faire son travail de carillon, c'est-à-dire à carillonner, eh bien ça risque fort de ne pas passer inaperçu. Ça sonne. Alors, les Untergunther vont avoir une nouvelle idée. Ils vont tout simplement prendre rendez-vous avec monsieur le conservateur du Panthéon pour lui annoncer la bonne nouvelle. À l'époque, le conservateur du Panthéon, c'est Bernard Janot. Bernard Janot est un fonctionnaire du ministère de la Culture qui a la charge de veiller non seulement sur le sort du Panthéon, mais aussi sur celui de l'Arc de Triomphe et celui de la chapelle expiatoire. Et Bernard Janot est bien désolé du mauvais état du Panthéon, de son Panthéon, parce que Bernard Janot aime les monuments dont il a la charge. Il ne se contente pas de les administrer froidement. Et sa grande idée, c'est de ces monuments qui sont en fait des cimetières, eh bien il veut en faire des lieux de vie. Et pour ça, il veut les ouvrir le plus souvent possible et le plus tard possible, en les rendant festifs. L'Arc de Triomphe, ouvert tous les soirs jusqu'à 22h30 pour admirer Paris la nuit, eh bien c'est lui. Les concerts à 2 € l'après-midi à la chapelle expiatoire, eh bien c'est encore lui. Et le soir, assis dans le Panthéon désert après la fermeture, il rêve secrètement de voir entrer un jour en ces lieux Picasso, Senghor, et des femmes aussi, Olympe de Gouges, Louise Michel, Simone Veil, ce qui sera d'ailleurs le cas quelques années plus tard. Et c'est donc face à un administrateur ouvert aux idées neuves que nos Untergunther se retrouvent un beau jour de septembre 2006. Et bientôt, les sourcils de Bernard Janot, sourcils qu'il a broussailleux, se soulèvent d'étonnement à ce qu'il entend. Mais d'abord incrédule, il devient très vite enthousiaste. Parce que malgré son titre d'administrateur et de son rôle un peu austère qui consiste à veiller sur ce qui n'est que des lieux mortuaires, eh bien Bernard Janot, vous l'avez compris, est au contraire un imaginatif. Et bien qu'un peu surpris par ce qu'il apprend, eh bien très vite, monsieur l'administrateur commence à s'intéresser bougrement à ce que lui racontent ses visiteurs. Une horloge dont il n'avait jamais entendu parler et dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Une horloge qui reprend vie après 40 ans de silence grâce au travail de restaurateurs clandestins qui sont aujourd'hui dans son bureau. Enfin quelque chose qui bouge au Panthéon. Même si Bernard Janot se doute bien que tout ceci n'est peut-être pas tout à fait légal, il est cependant enthousiaste par tout ce qu'il apprend. Cette horloge, mais il sent déjà que c'est son horloge. Eh bien, cette horloge a été restaurée au nez et à la barbe des gardiens et de l'administration. Et elle est en train de reprendre vie. Alors très vite, il demande si on peut aller la voir. Et ses sourcils se soulèvent une nouvelle fois lorsqu'il voit les Untergunther sortir un trousseau de clés qui va ouvrir l'une après l'autre toutes les portes qui mènent à la fameuse horloge. Et ce jour-là, Bernard Janot découvre non seulement son horloge, mais aussi les coulisses de son Panthéon. Et dans ces coulisses, il découvre aussi l'atelier que les restaurateurs clandestins ont installé au sommet de l'édifice pour mener leur œuvre à bien.
De stupeur, il s'assied dans un des fameux fauteuils, déguisé en caisse de stockage, et c'est là qu'il apprend tous les détails de l'affaire. Non seulement cette bande de dangereux malfaiteurs s'est introduite clandestinement dans le Panthéon pendant 1 an, mais aussi la restauration de l'horloge a été menée dans les règles de l'art, sous la direction d'un horloger de renom, spécialiste de la restauration des mécanismes d'horlogerie anciens. Et tout ça, Bernard Janot l'apprend ainsi dans le salon clandestin des Untergunther, au sommet du Panthéon, un beau jour de septembre 2006. Nous sommes au milieu de la vidéo, et des vidéos comme celle-ci, j'en produis plusieurs par mois, alors abonnez-vous pour ne pas les rater. Malgré l'enthousiasme de Bernard Janot pour cette restauration, peut-être clandestine et inattendue, mais qu'il estime néanmoins bienvenue, tout le monde ne l'entend pas de cette oreille au ministère de la Culture. Et c'est pourquoi pendant des mois, les administrateurs du Centre des Monuments Nationaux, qui auraient peut-être pourtant mieux à faire, vont s'acharner à déposer plainte sur plainte contre ceux et celles qui ont sauvé l'horloge de l'oubli. Mais à chaque fois, leurs plaintes ont été classées sans suite. Elles ont été classées sans suite au motif que restaurer une horloge, même clandestinement, au nez et à la barbe de ces gardiens pourtant censés l'entretenir et qui l'avaient tellement négligé, eh bien ce n'est pas une infraction. Ça ne figure pas dans le code pénal. Et qui dit pas d'infraction, dit pas de procès et pas de condamnation non plus. Mais cette fois-ci, les administrateurs du CMN en sont sûrs. Ils tiennent enfin ces dangereux délinquants que sont les Untergunther. Voici quelques semaines, le 14 août 2007, à 3 heures du matin, la police a surpris quelqu'un en train d'ouvrir le cadenas d'une des grilles qui entourent le Panthéon. En fait, il s'agissait d'un tournage, le tournage d'un documentaire par une équipe de télévision japonaise qui s'intéressait à ces explorateurs urbains d'un type particulier qui non seulement visitent, mais également restaurent les lieux visités. Toujours est-il que 4 membres du groupe Untergunther finissent leur nuit au commissariat du 5e arrondissement. Nous sommes maintenant devant le tribunal correctionnel. Le tribunal correctionnel, c'est celui qui juge les délits. Alors les délits, ce sont les infractions intermédiaires entre les crimes, qui sont les infractions les plus graves, et les contraventions, qui sont les infractions les plus modestes. Et aujourd'hui, en ce vendredi 23 novembre, 4 personnes comparaissent enfin devant le tribunal. Il s'agit de Lazare, Piwi, Do et Lanzo, pour les citer par leur pseudonyme. Ce sont des trentenaires plutôt BCBG, assez loin de l'image du délinquant endurci que s'imaginent peut-être les administrateurs du ministère. Et ces 4 personnes ont choisi de se défendre elles-mêmes. Ce n'est pas toujours une très bonne idée de se défendre soi-même devant un tribunal, mais nous allons voir comment ça va se passer. Le Centre des Monuments Nationaux leur reproche pas mal de choses en fait. Ils se sont introduits clandestinement dans le Panthéon. Pour ça, ils auraient dégradé un cadenas. Et en plus, ils se sont permis de restaurer une horloge sans rien demander à personne. Et surtout pas au Centre des Monuments Nationaux. Et pour ça, non seulement le CMN demande leur condamnation pénale, mais il demande aussi de lourds dommages et intérêts. 48 300 €. 48 300 € pour avoir restauré une horloge négligée et avoir payé pour ça, et pour avoir, paraît-il, dégradé la gâche d'un cadenas. Ça fait beaucoup là, non ? Le travail des magistrats est souvent un travail difficile et ingrat, notamment au pénal, où le tragique s'invite souvent à l'audience. Mais aujourd'hui, Éric Meunier, le président du tribunal, et Anne Bénéjean, la procureure de la République, ont bien du mal à réprimer leur sourire quand ils entendent les faits. Et surtout quand ils entendent les explications embarrassées de maître Éric Gomez, l'avocat du Centre des Monuments Nationaux. Parce que cette histoire de cadenas dont la gâche aurait été abîmée et pour lequel le CMN demande près de 50 000 € de dommages-intérêts, eh bien madame la procureure explique en pleine audience qu'elle n'y comprend absolument rien. Que l'enquête, et si véritablement enquête il y a eu, que l'enquête a été bâclée, que son dossier est vide, et qu'elle s'étonne que le parquet ait jugé utile de poursuivre. Pourtant, ajoute-t-elle, les infractions facilement qualifiables ne manquaient pas dans cette affaire. Il y aurait eu le recel de clés, il y aurait eu le faux ou usage de faux, car l'un des prévenus se serait procuré, paraît-il, une fausse carte d'agent des Monuments Nationaux.
Et madame la procureure Bénéjean se désolidarise à l'audience du travail de son collègue qui avait poursuivi les 4 dangereux délinquants. Et elle va même carrément jusqu'à demander au tribunal correctionnel de relaxer les 4 prévenus, c'est-à-dire de ne pas les condamner. Elle demande de ne pas les condamner, soit parce que les délits pour lesquels on les poursuit n'existent pas, soit parce qu'ils sont mal qualifiés. Ce n'est pas parce que le Centre des Monuments Nationaux n'a pas apprécié l'intervention des Untergunther que c'est nécessairement une infraction. Ça ne peut être une infraction que si c'est prévu par le code pénal, pas si ça froisse la susceptibilité du ministère. Ce n'est pas parce que l'action a mis en évidence la facilité avec laquelle on peut pénétrer dans le célèbre monument qu'il s'agit nécessairement d'une infraction. Et d'infraction, il n'y en a pas dans le dossier que madame la procureure a sous les yeux. Bon, il y a bien l'intrusion de domicile, ça existe dans le code pénal, ça s'appelle l'introduction dans le domicile d'autrui. Et à l'époque, c'est passible d'1 an de séchoir et de 15 000 € d'amende. Mais le Panthéon, ce n'est pas un domicile, et donc l'infraction d'intrusion de domicile n'est pas constituée. Et à l'époque, il n'existe pas d'infraction d'introduction illégale dans un monument public. Et qui dit absence d'infraction, dit pas de condamnation. Et c'est pourquoi madame la procureure requiert la relaxe. Elle demande au tribunal de ne pas condamner les 4 prévenus. Elle requiert la relaxe, mais elle donne tout de même une leçon à nos Untergunther. On se croirait dans un jeu de rôle, avec des chevaliers. Vous devez arrêter de jouer à ça. Et puis elle ajoute qu'une condamnation pénale, ça risquerait d'entraîner une inscription au casier judiciaire. Et qu'une des 2 jeunes femmes poursuivies est infirmière dans un hôpital public et qu'elle risquerait ainsi de perdre son emploi. Lorsque le parquet lui-même renonce à demander une condamnation pénale, c'est forcément une très bonne chose pour les prévenus. Et c'est pourquoi la délibération du tribunal ne dure pas longtemps. Le président Éric Meunier reprend donc la parole et déclare solennellement que les 4 malfrats sont relaxés des chefs de la poursuite. Oui, on dit comme ça en droit. Mais, ajoute-t-il, attention, vous pouvez encore faire l'objet de poursuites pénales. Oui, tant que les faits ne sont pas prescrits, les Untergunther pourraient encore être poursuivis pour des infractions mieux qualifiées. Mais de nouvelles poursuites pénales, il n'y en aura point. Honteux et confus, le CMN jura, mais un peu tard, qu'on ne les reprendrait plus, et il passa rapidement à autre chose. Les belles histoires ont une fin heureuse, et celle-ci ne fait pas exception à la règle. Après quelques années d'atermoiement, le Centre des Monuments Nationaux décide enfin de parachever l'œuvre de restauration des Untergunther. Et en 2012, il annonce fièrement qu'il entreprend la restauration de la célèbre horloge. Et le plus drôle dans tout ça, c'est que, rancunier pour de rond, ou peut-être plus simplement par ignorance, le plus drôle, c'est que le Centre des Monuments Nationaux confie l'achèvement de la restauration de l'horloge à un certain Jean-Baptiste Viau, celui-là même qui avait entrepris de la remettre clandestinement en état 8 ans plus tôt, avec l'aide discrète mais efficace des Untergunther. Alors si un jour vous visitez le Panthéon et que vous admirez le pendule de Foucault qui est installé, n'oubliez pas de jeter aussi un coup d'œil à l'horloge et souvenez-vous de la curieuse histoire de sa restauration secrète, ce qui lui permet aujourd'hui de marquer à nouveau le temps qui passe, comme le marquent aussi les montres Holzkern, sans qui cette vidéo n'existerait pas. Vous pourrez obtenir jusqu'à 30% de réduction sur tout le catalogue en cliquant sur le lien ci-dessous. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai encore quelque chose d'important à vous dire sur la restauration de cette horloge. Sachez que les Untergunther ont réalisé un film d'1 demi-heure sur la restauration de cette horloge. Ce film s'appelle ironiquement Panthéon mode d'emploi. Vous pouvez le regarder, le lien est ici et en description. Et j'ai utilisé d'ailleurs plusieurs extraits de ce film pour illustrer cette vidéo. Et sachez aussi que l'un des Untergunther a écrit un livre sur cette aventure. Ce livre, c'est Urban Experiment de Lazar Kunstmann aux éditions Ugbar. Vous pouvez le trouver ici. Je vous précise, ce n'est absolument pas une sponsor. Ce livre, je l'ai acheté, je l'ai payé, mais je vous encourage très vivement à le lire parce qu'il est amusant, il est très réjouissant et en plus, il est fort bien écrit.
Magie, Tricotine apparaît. Nous allons regarder prochainement cette vidéo en direct sur Twitch et je pourrai répondre à vos questions. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Twitch, faites-le, comme ça vous serez averti la prochaine fois que je serai en live. Disparaît, Tricotine. Et maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette aventure. Et si vous voulez que je vous en raconte d'autres comme ça de temps en temps, ça nous changera des affaires, soit des affaires politiques, soit des affaires crapuleuses. Et en attendant, vous pouvez maintenant regarder l'une ou l'autre de ces deux autres vidéos de Vous avez le droit. Oui, ça fait du bien de se faire papouiller par son humain. Hein. Bon, ça fait du bien. Oh bah oui.